Ils ont entre 6 et 7 ans et des visages rongés par la peur. Tout autour d'eux, des chaises vides. Dans la mémoire de ces enfants de Raïs, rien ne pourra effacer le cauchemar de cette nuit du 29 août. Pendant plus de 4 heures, un commando d'une centaine d'hommes a méthodiquement massacré, pillé, brûlé. Parmi les victimes, beaucoup d'enfants. Bilan officiel, 98 morts, plus de 300, affirme-t-on à Raïs. Saïd, prof d'anglais au collège de Raïs, était en vacances. Cette nuit-là, son père, sa mère, ses sœurs, 25 personnes de sa famille ont été égorgées. Son plus jeune frère est l'un des rares escapés. Ça, c'est la place de mon père. C'est un vieux de 64 ans. Il lit le journal dans cette place. Il est toujours là. Cette maison, avant, elle était pleine de gosses et de sœurs et de frères. Et maintenant, elle est vide maintenant. Vers 11h, j'ai entendu des cris. Chez moi, tout le monde dormait. J'ai réveillé mon père. Nous sommes montés au 3e étage et nous avons regardé. Mon père m'a demandé où étaient les terroristes. Je lui ai dit, regarde, ils sont là-bas. Après, les tirs ont commencé. Ensuite, mon oncle est arrivé et nous sommes tous descendus. On a regardé par où on pouvait fuir, mais on s'est rendu compte qu'on était complètement encerclés. On ne savait plus où aller. D'autres terroristes sont arrivés. On a réveillé tout le monde. On a appelé notre voisin. On est tous partis chez lui. Qu'est-ce qu'ils disaient? Quels étaient les mots qu'ils utilisaient? Ils blasphémaient, ils criaient « Allah Akbar », je redis Dieu. Ils nous insultaient. Ensuite, ils appelaient les gens, ils disaient « Toi, tu descends. Vous là-haut, descendez tous ». On était complètement encerclés. Après, les premières bombes ont éclaté, ils ont fait sauter les portes et les fenêtres, et ils ont commencé à monter. Pendant qu'un groupe pillait en bas, les autres ont commencé à égorger ceux qui étaient au premier étage. D'autres ensuite sont montés au 2e, puis au 3e. C'est à ce moment-là que l'un d'eux m'a vu. Il a essayé de m'attraper, j'ai regardé autour de moi. Il y avait une fenêtre et j'ai sauté. Ils étaient habillés comment? Ils avaient une sorte de gandoura qui descendait jusqu'aux pieds et un chèche sur la tête. Ils avaient de longues barbes et certains portaient des tenues de combat, des tenues militaires noires. Il disait, vous êtes tous des mécréants, vous travaillez avec les mécréants, vous regardez la parabole et vous dites musulmans. Voilà. Ils nous insultaient, ils blasphémaient, ils hurlaient, ils tuaient en même temps. J'entendais des cris et des râles, et des souffles. Je savais que toute ma famille était en train d'être massacrée. Parmi eux, il y en avait que je connaissais. Ils sont d'ici, de chez nous. Ceux-là, c'est même pas la peine d'en parler. Les autres, ceux que je n'avais jamais vus, je les reconnaîtrais. Je ne peux pas les oublier. T'as vu qui alors? J'ai vu Belal, Jarat. Vous les connaissiez alors, ces gens-là? Si, ces gens-là, ils sont de ce quartier-là. Et c'est sûr que c'est le GIA pour lui? Oh, ma GIA, C'est le GIA, c'est sûr. Ah, c'est eux. Ils disent que j'en suis sûr que c'est eux. Comment il peut être aussi sûr que ça?
كيفاش اش نتاكد بلي هما Je te dis que j'ai reconnu ceux de chez nous. C'était avec les autres, c'est clair. de ce quartier-là Je suis sûr que c'est eux. Mais oui, je les connais. Ces terroristes-là, ce sont des terroristes depuis extant, ce n'est pas depuis... Il n'y a personne qui peut faire ces crimes à part eux. Pour les deux frères, impossible pour l'instant de revivre dans la maison familiale. Chaque soir, avant la tombée de la nuit, ils partent dormir chez des amis à Sidi Moussa, à quelques kilomètres de là. De l'autre côté du village, même scénario, même carnage. Dans cette ruelle, des dizaines de victimes. Ahmed aujourd'hui est armé. Mais cette nuit-là, impuissant, il a juste eu le temps de cacher sa femme au fond du jardin, un abri qu'il pensait sûr. Dans cette maison qu'il partage avec d'autres familles, 20 personnes ont été égorgées. Tout ici a été brûlé, tout a été pillé, détruit. Plus de 2 mois après le massacre, une odeur de peur et de mort règne toujours aussi forte. Il m'a caché chez les voisins, à côté du poulailler. Et lui est parti. Ensuite, j'ai entendu des cris. Les terroristes sont arrivés. Ils ont commencé à fouiller, à chercher partout. À ce moment-là, ils ne m'ont pas vu. Mais juste à côté de moi, il y avait notre voisin. Et il s'est mis à gémir. J'ai entendu des voix dire « Ramène des lampes, il y a encore des mécréants, des traîtres. Ils sont cachés ici. » Je les ai entendus s'approcher et ils m'ont trouvé. Je ne bougeais pas et l'un d'eux a dit « Celle-là est morte, qu'est-ce qu'on fait ?» L'autre a répondu « Attends, on va voir si elle est vraiment morte. » Alors j'ai senti qu'on me frappait avec une barre de fer et je me suis mise à crier. À ce moment-là, celui qui a frappé a dit « Je savais bien qu'elle n'était pas morte. » Ensuite, il y a eu l'appel à la prière de l'aube. Ça venait de la mosquée, je crois. Celui qui était le plus près de moi a commencé à faire la prière. L'autre s'est éloigné. Je n'osais plus bouger. Je ne voulais pas les regarder. Je m'attendais à être tuée. Pour moi, c'était sûr. Je me préparais à cela. Celui qui faisait la prière disait Allahu Akbar. Et il a dit plusieurs fois. Et puis ils sont partis tous les deux. Je ne sais pas comment Dieu m'a épargné. Comment est-ce que des gens qui font leur prière peuvent aussi massacrer comme ils ont massacré? Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que ces gens font ça et qu'ils sont pratiquants? Ça me désole. La religion n'a jamais été ça. Ils sont très loin de la religion. Dieu n'a pas dit de tuer. Le prophète n'a pas dit de tuer. Ces gens-là se moquent de la religion. Notre religion, c'est autre chose. Ils massacrent les enfants, ils brûlent les maisons, ils tuent. Est-ce que le prophète a dit de faire cela? Jamais. Non, jamais. Je ne sais pas comment ils comprennent, eux, la religion. Ils l'interprètent à l'envers. Notre religion est une religion de tolérance. Pas ce qu'ils font. C'est pas ça notre religion. Et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Vous allez reconstruire cette maison? Pourquoi? C'est important? Oui. Vous pourrez revivre ici? Où veux-tu qu'on aille? On n'a nulle part où aller. Non, nulle part où aller. Zora était l'une des premières photographes à se rendre sur place. Assassinat, massacre, attentat, depuis qu'elle photographie cette Algérie de la violence,
Elle n'avait jamais connu pareille horreur. J'ai déjà vu des corps, j'ai déjà vu des gens par terre et tout, mais ces jours-là, c'était trop fort. L'image que j'ai gardée en tête et que je garderai peut-être toute ma vie, c'est un enfant calciné. Et j'ai appris que le gosse a été d'abord égorgé, puis après ils l'ont mis dans un four. Ça m'a tué. Mais il fallait rester, il fallait se maîtriser et continuer à faire son travail. Bon, quand j'arrive sur les lieux, ils commençaient à mettre les corps dans des cercueils, donc. Et puis après, il n'y avait plus de cercueil. Ils les mettaient à la morgue et tout, il n'y avait plus de cercueil. Ils ont enlevé les couvercles, les planches qui commençaient à étaler les corps sur les planches. Et puis après, il n'y avait plus de planches, ils ont commencé à étaler les corps par terre. Et là, c'était les images les plus terribles, pour moi en tout cas. Le type de la protection civile qui est habitué à voir toutes les... Il s'est habitué à voir les horreurs et tout, mais ce jour-là, je sentais que les gens étaient abattus, que c'était la chose la plus forte qui a pu arriver en Algérie, quoi. Égorger des enfants, c'était horrible. Combien de corps t'as vu, toi, à peu près? Beaucoup. Quand on est là-bas, c'était impossible pour moi de les compter parce qu'ils étaient vraiment nombreux. Et je n'invente rien parce qu'il y a des images qui prouvent tout ça. Je n'invente absolument rien. Et c'était en tout cas plus de 200. Ça, je suis sûre et certaine. Pourquoi Raïs? Pourquoi cet acharnement? Des questions que nombre de rescapés se posent aujourd'hui. Pour Kamel, ce massacre était prévisible et presque annoncé. Ce fonctionnaire militant connu du Front de Libération Nationale, le FLN, se savait ciblé. Les auteurs de cette barbarie, il les connaît, comme beaucoup d'habitants de Raïs les connaissaient. Son crime, avoir travaillé pour le compte de l'État, posséder chez lui une parabole. Voilà, quand ils ont brûlé la voiture, de toute façon, la voiture a pris feu. Ils se sont rendus compte que tout le monde était là. Alors ils ont commencé à nous envoyer des cocktails Molotov. Et tout le balcon avait pris feu. Nous, on était à la maison, il y avait une quarantaine de personnes. Il restait mon voisin ici. Bon, il n'a pas eu le temps de monter chez moi. Il a été assassiné, lui et son fils. C'était un gosse de 4 ans. Brûlé à vif. Et puis, bon, il y avait certainement, c'est leur chef, leur émir. Moi, j'entendais dire, quand elle est arrivée vers 2h30 comme ça, il leur disait, qu'est-ce que vous avez fait? Mais pourquoi vous avez brûlé la voiture? Il ne fallait pas brûler la voiture, le tarot était en haut. Il fallait commencer par eux, il fallait égorger les gens et puis brûler la voiture. Il disait ça d'une manière claire. D'une manière claire, il commençait à crier sur ces sauvages-là, leur dire pourquoi vous avez brûlé la voiture. Mais comment qu'on va faire maintenant pour monter? C'était impossible parce que c'était les escaliers. En fait, c'est ça qui vous a sauvé. Exactement, c'est pour ça que je vous dis, parce que pour moi, je me considère comme mort et assassiné, égorgé comme tous mes voisins. Le hasard a voulu, bon voilà, notre chance, c'était la voiture qui nous a sauvés. C'est pour ça qu'on est... Et vous êtes resté combien de temps sur votre balcon? On est resté 4 heures à la maison, 4 heures enfermés, 4 heures de cauchemar. Moi, personnellement, c'est un point d'interrogation, c'est une question que je me suis posée, parce que les terroristes sont connus. Donc on est un criminel, c'est un criminel. Mais ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il y avait des gens d'ici qui n'étaient pas connus. Peut-être que c'est des gens qui travaillent comme moi, comme vous, comme d'autres, ils font le truc, qui ne sont pas connus par les services de sécurité. Parce que là, quand ils sont rentrés ici, ils sont venus avec des listes. Moi, j'entendais dire là-bas, c'est X, ici c'est Y, ici c'est Z, et ainsi de suite. Et c'était vrai, les listes étaient vraies. Mais c'était vrai. Ici, ils sont venus avec des listes énormes. Ils les avaient d'où, ces listes? Pardon? Comment ils les avaient, ces listes? Il y avait des gens, je vous dis, qui sont venus avec eux. Qui ne sont pas terroristes, mais qui travaillent avec ces criminels. Et qui sont d'ici. Il y avait complicité de ces gens-là.
Parce que comment, savez-vous? Bon, parce que c'est un logement qui a été abandonné depuis 3 ans. Vous voyez? Ici, 3 ans. Bon, donc ils savaient que c'était un logement vide, inoccupé. Comment se fait-il que tous les logements, voilà, 1, 2, 3, 4, c'est des logements qu'ils ont mis feu, ils ont essayé d'égorger tout le monde, cet appartement n'a pas été touché. Parce qu'ils savaient que c'est un logement inoccupé. Ils ne sont pas venus comme ça au hasard, ils ont commencé à brûler, à tuer, à égorger là tout le monde. Donc il y a eu une liste des gens à abattre. Donc c'était calculé, c'était combiné, ils s'étaient bien informés de ce qui se passait. Et on est sûr que c'est le GIA qui est venu ici? Oui. Comment vous pouvez être aussi sûr que ça? Aussi sûr que ça je le dis et je suis responsable de mes dires. Parce que entendre des noms des gens d'ici, quand on appelle un Bengouya, quand on appelle un Bellel, quand on appelle un Shahrat, quand on appelle un Slimani, c'est des familles de Reis. Et c'était eux qui dirigeaient les autres. Il y avait des étrangers avec eux, mais c'est eux qui les dirigeaient. Qu'est-ce que vous appelez les étrangers? Des gens qui ne sont pas d'ici. Mais ces 4 noms ou 5, c'est des éléments d'ici, qui sont connus comme des terroristes notoires. C'est des criminels. Et c'était des anciens membres du FIS, du bureau, à Sidi Moussa. L'explosion qu'on vient d'entendre, là, c'est quoi? Ça, c'est le service militaire qui sont en train de déminer, des champs minés. Juste à côté? C'est 5-6 km d'ici. C'est une zone minée, quand même. C'est une région qui était occupée par les terroristes. Donc, maintenant, les sécurités essayent de la récupérer. Mais occupée depuis des années et des années. Dans cette plaine de la Mitidja qui commence au port d'Alger, la forêt, des maquis, autant de caches et de repères possibles pour les terroristes. Raïs est un village situé au cœur de cette région que les Algériens appellent le triangle de la mort. C'est un de ces villages qui a voté Front islamique du salut en 1990 et 91. Un de ces villages qui a soutenu l'armée islamique du salut, le bras armé du FIS, quand le FIS a déclaré la guerre au régime en 1992. L'AIS et les GIA, les groupes islamiques armés, vont alors combattre, chacun à sa manière, le même ennemi. Jusqu'à juillet 1997, cette guerre sans merci fera des milliers de victimes. C'est alors que le FIS change de stratégie. Il officialise sa négociation avec le gouvernement algérien. Dans les rangs de l'AIS, on parle de trêve. Dans ceux des GIA, on crie à la trahison. Règlement de compte, massacre, la violence se déchaîne dans la Mitidja. Aujourd'hui, l'armée algérienne essaie de reprendre le contrôle de cette région. Les véritables auteurs de ces massacres, pour le directeur du quotidien El Watan, condamné à plusieurs reprises par la justice pour ses prises de position contre le régime, il n'y a aucun doute possible. Écoutez, il y a des revendications, c'est des gens qui revendiquent ce qu'ils font. Cette volonté de vouloir à tout prix dédouaner l'islamisme armé de tous les crimes qu'il commet en Algérie est vraiment quelque chose de scandaleux, c'est incroyable. C'est des gens qui tuent, c'est des gens qui ont un projet. Il n'y a aucun doute possible. Écoutez, il y a des revendications, c'est des gens qui revendiquent ce qu'ils font. Cette volonté de vouloir à tout prix dédouaner l'islamisme armé de tous les crimes qu'il commet en Algérie est vraiment quelque chose de scandaleux, c'est incroyable. C'est des gens qui tuent, c'est des gens qui ont un projet de société, qu'ils veulent faire aboutir par tous les moyens. Aujourd'hui,
ils sont déboutés par la population, ils s'en prennent à cette même population de manière barbare, de manière abjecte. Je ne comprends pas la position d'une partie de la presse française à vouloir à tout prix brouiller les pistes. Je ne suis pas en train de défendre les régimes, je crois que c'est un régime qui me combat depuis de longues années. J'ai été jeté en prison, je connais la nature de ce système, la nature de ce pouvoir, qui ne veut pas que la société évolue, qui ne veut pas véritablement que la démocratie soit construite dans mon pays, mais les gens qui tuent sont identifiés. Les gens qui tuent sont identifiés. À quelques kilomètres de Raïs, le cimetière de Baraki. C'est aujourd'hui vendredi, jour de la grande prière pour les musulmans, jour de recueillement. Comme chaque semaine, depuis le 29 août, Saïd et Mohamed, comme la plupart des familles de Raïs, viennent ici. Chaque vendredi, je me rappelle toute ma vie, toutes les bons moments que j'ai vécu avec mes parents, avec mes sœurs, avec... c'est dur, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu dur. Mais il faut que je vienne. Je dis que la prochaine vendredi, je viens pas, mais je ne peux pas. Dès qu'elle arrive le jeudi, je serai très obligé de venir, c'est ça. Il y a certaines tombes où il y a plusieurs corps ensemble. Oui, mais mes deux sœurs sont ensemble. Mon frère, mon père, il y a avec lui 2 enfants. Il y a beaucoup de morts enterrés ensemble. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on les a mis ensemble? Je sais pas, ça se peut qu'on ne veut pas montrer le nombre exact, ça se peut qu'il n'y a pas de place, ça se peut qu'il y a beaucoup d'aspects, je ne sais pas. Quand tu vois les forces de sécurité ici autour du cimetière, est-ce que tu te dis pas qu'ils sont pas venus assez tôt à Raïs? Oui. Maintenant, tout est changé, tout le monde connaît ce qui s'est passé à Raïs. Maintenant, Raïs maintenant est sécurisé, mais pour moi ça y est, j'ai perdu ma famille. Bon, j'espère bien sûr que ces forces font leur devoir et faire sauver les êtres humains, faire sauver les Algériens. Mais je parle de moi-même, c'est presque... j'ai fini. Désolé, j'ai perdu ma famille. Autant que j'ai perdu ma famille, ça m'intéresse pas de voir ça. C'est les tirs qu'on entend là derrière, c'est quoi à ton avis? Non, on s'est habitué d'entendre des tirs comme ça. C'est presque de l'habitude, ça. On s'est habitué. C'est depuis 3-4 années, ça c'est habitué. Même les élèves dans l'école, ils se sont habitués d'entendre ça. Omniprésence de l'armée ou des groupes de sécurité jusque dans les cimetières. La zone est sous contrôle, affirment aujourd'hui les autorités algériennes. Impossible pourtant de circuler dans cette plaine de la Mitidja sans l'escorte des gendarmes. C'est quoi? Abandonné. Les maisons vides. Les gens sont partis là. La plupart des gens ils sont partis. Oui. Bentala, une ville fantôme, 4000 personnes vivaient ici. Le 23 septembre, comme à Raïs, un commando a tué, massacré, égorgé pendant plus de 4 heures. Mais ici, comme à Raïs, impossible de ne pas s'interroger sur l'étrange passivité des forces de l'ordre qui ont attendu le matin avant d'intervenir. Difficile de ne pas s'interroger alors qu'ici, comme à Raïs, les casernes sont toutes proches, que les maisons ont été systématiquement brûlées, que les cris des victimes et les rafales des kalachnikovs ont déchiré la nuit des heures durant. Faut-il croire, comme l'affirment les autorités, qu'il est impossible de mettre un soldat devant chaque porte? Aucun officiel n'a voulu répondre à cette question que se posent tous les Algériens.
On cherche à comprendre pourquoi les autorités n'interviennent pas, pourquoi l'État n'intervient pas, pourquoi il y a cette passivité, est-ce que c'est de la complicité ou autre chose. Donc c'est clair que pour nous, c'est des choses inadmissibles et que l'État a failli à un fondement essentiel, c'est assurer la sécurité des citoyens. De ce côté-là, je crois qu'ils ont été, les responsables de mon pays ont été défaillants. Dans ce cimetière de Baraki, les victimes des massacres de Raïs et de Bentala ont été regroupées. Des tombes à perte de vue presque anonymes, il y a là près de 600 victimes. Ces femmes de Bentala, elles, ne pourront jamais oublier, jamais pardonner. On n'a pas compris ce qui nous est arrivé. C'est des monstres, pas des humains. S'il y avait un soupçon d'islam en eux, ils n'auraient jamais fait ça. Ce sont des bêtes. Comment ont-ils pu le tuer? Un vieillard de 74 ans. Il n'a rien fait, pourtant ils l'ont tué. Ils ont pris un bébé de 2 mois. Ils n'ont même pas voulu l'égorger. Leur couteau, ils les réservaient pour d'autres. Ils ont écartelé le bébé. Les enfants, les petits-enfants n'ont pas été épargnés. Aucun. Nous, on ne vit plus, on n'attend plus que la mort. La nuit, on guette les bruits dans le froid, dans la pluie. On les attend, et s'il y a une balle, elle sera pour nous. On est les prochains. On n'en peut plus de cette vie de misère. Personne ne peut imaginer ce que l'on vit. Si vous voulez filmer, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Rien ne se passe pendant la journée. C'est la nuit qu'ils viennent, comme des chiens. Les chiens, c'est nous aujourd'hui. C'est nous qui vivons cette misère. On ne peut plus manger, plus dormir en paix. On ne fait que les guetter et on se dit, mais par où vont-ils arriver? Quel jardin ils vont traverser? Et par quel jardin on pourra fuir? Mais qu'est-ce que c'est que cette vie que nous vivons? Les hommes chez nous ont demandé des armes. Le pouvoir n'a rien voulu faire. Il n'y a plus que Dieu pour nous venir en aide. C'est fini, on n'a plus confiance. Ce pouvoir n'a servi à rien. On ne croit plus en lui. Avec Tala, ça a commencé par des bombes. Ils détruisaient nos maisons. On s'est dit que les choses iraient mieux, qu'on nous viendrait en aide. Et maintenant, ils nous égorgent. Ça suffit, on n'en peut plus. Ils n'épargnent personne. Les petits, les grands, les enfants sont traumatisés. Le fils de 2 ans va vous dire que le terroriste va sortir de terre pour la rattraper et la tuer. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est pas une vie, ça. Maintenant, on connaît toutes sortes d'armes. Avant, on ne savait même pas ce qu'était une balle. On avait vu ça qu'à la télévision. Et maintenant, ça se passe sous nos yeux. Avant, on voyait ça dans les films. Ce vieillard-là, tout le monde l'aimait. Et eux, ces pourris, ils l'ont égorgé. Les traîtres. Raïs, une dernière fois, entre les jeunes du quartier et nous, une certaine habitude, un peu de confiance. D'abord inquiet, mal à l'aise, ils commencent à parler. Ils vont décrire le climat de terreur imposé par les groupes islamistes à Raïs avant le massacre. Règlement de compte, méfiance permanente, paraboles interdites, voile obligatoire pour les femmes et les filles mais les plus jeunes, français interdit à l'école. Aujourd'hui, après le massacre, maintenant que chacun sait qui sont les tueurs, les jeunes du quartier ont décidé de s'organiser en groupe d'autodéfense avec cette fois la bénédiction et l'aide des autorités. On leur a distribué des armes il y a quelques jours. C'est impossible qu'ils reviennent. Parce que maintenant on est prêt. On est main dans la main dans le quartier. T'as compris? On est tous solidaires. On sera face à eux. C'est simple, maintenant on les attend avec des armes. Et eux, ils ne pourront plus revenir ici. Et d'après toi, si vous aviez été armé, est-ce que tout ça aurait pu être évité?
Oui. Ce qu'on t'a demandé, c'est que si avant le massacre, s'il y avait des patriotes, est-ce que cela se serait passé comme ça? Je sais pas, on n'était pas assez nombreux. Non, la question c'est si vous aviez eu des armes. Non, on ne pouvait pas prendre en charge la sécurité de ce quartier. Pourquoi il n'y avait pas suffisamment de personnes? La confiance. La confiance vis-à-vis de qui? Où est-ce que tu veux en venir? Il n'y avait pas la confiance. C'est quoi cette histoire de confiance? La confiance, elle n'existait pas. Ici, on savait que certains travaillaient pour eux. Ils parlaient, ils donnaient des informations aux terroristes. On le savait. Ils avaient leurs informateurs ici, ceux qui travaillaient avec eux. Par exemple, regarde, il a pensé où c'est un patriote, le lendemain, on le retrouve mort. Voilà, c'est comme ça. Et ces informateurs, ils sont où maintenant? On les a tous attrapés et on les a remis aux autorités après le massacre. Vous les connaissez bien alors? Mais oui, dès le début, on les connaissait. Un peu plus de 2 mois après le massacre, la vie à Raïs commence lentement à reprendre ses droits. Fermé depuis cette nuit du 29 août, ce café a réouvert ses portes ce matin. C'est important parce que c'est le seul coin dans cette région, dans ce quartier, notre quartier, c'est là. Avec des bons moments, les amis, les copains, on discute ici, on parle d'ici concernant le football, concernant beaucoup de choses. Donc c'est un peu de nostalgie de s'ouvrir cette quartier. Donc. Pour Saïd, pour Mohamed, c'est un peu de chaleur familiale qu'ils essaient de retrouver ici, avec ce café. Il m'a dit qu'il devrait vendre ses canaris. Mais ce canari-là, il ne peut pas le vendre, puisque ma mère l'aime bien, beaucoup, très bien. Donc c'est un souvenir de ma mère. C'est le symbole de la vie? Ça se peut. La vie qui reprend tout doucement, mais pour ces enfants de l'école de Raïs, rien, ici, ne pourra plus jamais être comme avant. Dans ses classes d'enquête, Saïd sait que ses élèves ont désormais besoin de lui, comme lui a besoin d'eux. Je trouve que le travail m'occupe de temps et me faire oublier, un peu oublier. Mais ce qui concerne les élèves maintenant, on ne sait pas. Ils sont ici, ils essaient de parler entre eux, mais ils savent la réalité, qu'ils sont des victimes, et nous sommes également des victimes. C'est réciproque entre nous, les sentiments de ça. On essaye de lui parler. Si vous constatez, il n'y a pas l'esprit d'un prof comme ça, dur, et des élèves. On essaie tout le temps de lui donner des sentiments, des cours, de remonter le moral. C'est ça ce qu'il faut faire maintenant. Les études, c'est autre chose. C'est autre chose. The advent of place, you write it with another color. Okay. Number 1, yes. Pourquoi on s'attaque à des enfants? Ça se peut pour attaquer l'avenir. Pour briser les gens. Parce que les enfants, c'est quoi? C'est le relève, c'est l'avenir. On a eu très peur. On pensait qu'on allait tous mourir. Nous et nos familles. Tu as des amis qui ont été tués? Oui, Sabina. Est-ce que je suis psychologue? Non, ils sont pas venus. Ils ont passé par cette classe-là. Ils ont passé par d'autres classes.
Aujourd'hui à Raïs, est-ce qu'on peut oublier quand on est sauvage, est-ce qu'on peut oublier ce qui s'est passé? Non, on ne pourra pas. Dans la lumière déclinante de cette dernière journée passée à Raïs, la réalité de nouveau à quelques centaines de mètres. Des tirs comme pour rappeler que Raïs est une région en guerre, dans un pays rongé par la violence. Les femmes de Bentala avaient raison, c'est la nuit que tout se passe dans la Mitidja.